Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le chanteur et écrivain Kali. J'ai des livres chez moi que je n'ai jamais lus et dont je suis amoureux. Et j'ai acheté ces livres pour la couverture, caresser la couverture et la voir à la maison, pour le garder à la maison. Quand j'amène ma petite qui a 8 ans dans une librairie, la libraire nous conseille « Qu'est-ce que tu as lu ça ? Donc tu vas essayer ça, tu vas essayer ça. » C'est merveilleux. C'est un artiste à fleur de peau, un chanteur à l'aise avec les mots qui caressent et qui claquent, pourquoi pas les deux à la fois. Déjà auteur de 2 romans, Kali nous donne de ses nouvelles en cette fin d'année avec Éparpillé, un recueil de poésie publié par les éditions Invenit dans la collection Le Chant des possibles. Son enfance, ses amours, ses idoles, ses rêves et ses regrets, l'auteur de C'est quoi le bonheur se livre avec la rage, la fantaisie, la tendresse et la sincérité qui le caractérisent depuis toujours. Ça nous fait du bien à nous et ça lui a sans doute fait du bien à lui. Il faut dire que Kali a vécu une drôle d'année 2020. Le 13 mars dernier, il publiait Cavale, un 8e album splendide qu'il s'apprêtait à défendre sur les routes de France. Et puis le confinement est arrivé, brisant cet amoureux de la scène dans son élan, comme des millions de musiciens à travers le monde. C'est chez son ami et éditeur, l'écrivain Éric Poindron, que j'ai retrouvé Kali fin novembre, près de Paris, dans un appartement rempli de livres et de bonnes ondes, quelques jours avant la réouverture des librairies. Bonjour Kali. Bonjour. Comment ça va ? Ça va plutôt très bien. Ça va bien dans cette période un peu compliquée pour les artistes. On garde le moral, du coup on écrit, on s'occupe. Ouais, si on parle de deuxième confinement, j'ai vécu le premier d'une manière catastrophique. Au-delà du travail, hein, c'est-à-dire que j'ai quand même un album qui s'appelle Cavale et qui 2 jours après est enfermé. Donc, c'est paradoxe. Il était bien parti dans les. Il était bien parti dans les magasins, tout ça, et puis tout s'éteint. Une tournée qui devait partir, qui s'arrête. On a pu après jouer quelques festivals qui voulaient survivre. On est allé jouer, on a commencé une tournée d'automne qui se passait bien, en respectant toutes les règles sanitaires, évidemment. Il faut juste imaginer qu'une salle de 1000 places, debout, là, l'obligation, c'est être assis. On tombe à 700 personnes. Et avec les distanciations, on enlève 66%. Donc, il faut imaginer on a doublé des concerts, on a baissé les tarifs, pour aller jouer. Et on se fait arrêter alors qu'il n'y a pas eu un cluster, il n'y a pas eu un cluster identifié, il n'y a pas eu de problème identifié. Bon, c'est le jeu. J'ai décidé de prendre ce deuxième confinement parce que le premier, artistiquement, les bras étaient coupés et puis je n'ai rien du tout qui est sorti de là. Et puis même psychologiquement, je me suis dit que dans 10 ans, je veux me souvenir de cette période comme un cauchemar, ou ne plus m'en souvenir, mais surtout pas avoir une petite œuvre qui soit sortie de là grâce au confinement. Voilà, tout ça, moi je veux rien grâce au Covid, je veux rien qui se passe, quoi. Donc le deuxième là, c'est plutôt, ce qui est plutôt magnifique pour moi, c'est que je suis avec mon ami Éric Poindron qui m'amène sur des pistes, le grand Éric Poindron, c'est notre grand poète national et international, et j'ai la chance d'être ami avec Éric et discuter avec lui, ça m'amène sur des chemins incroyables, donc sur des projets. On a ce projet tous les deux de ce livre de poésie qui sort, éparpillé, donc en parler, et puis recevoir aussi des témoignages assez bouleversants de gens qui ont réussi à se le procurer. C'est-à-dire, c'est faire l'effort, hein, d'aller le commander, d'aller le chercher chez son libraire et tout ça. Ça m'a beaucoup touché. Je suis en train de taper avec Éric. J'ai fini mon 3e roman, j'écris à la main, très bordélique. Et Éric m'aide à mettre en place. On tape ici chez lui pour l'avoir, pour l'avoir sur l'ordinateur. Donc c'est super. Je suis rentré dans une agence de cinéma, Time Art. Ouais. Donc j'ai des projets de cinéma, j'ai des projets de théâtre. Dès que ça s'ouvre à nouveau, je vais aller jouer une pièce. J'ai des projets de réalisation, de musique de film aussi. J'essaie de voir un peu ce qui se passe. Après, au-delà de ça, pour reparler en fait de ce confinement, le plus difficile à gérer, ce sont les enfants. Leur expliquer que
que le soleil est devant, que ça va bien se passer, parce que là, il commence à se poser des vraies questions de... Ils ont quel âge, vos enfants ? J'ai un grand de 23 ans, que j'ai trouvé très triste l'autre jour, inhabituellement triste. Je l'ai vu là, il y a quelques jours, là, il est sur Montpellier, j'ai une grande de 15 ans, qui se dit, au bout de tant de mois, depuis le début de la rentrée, je connais pas encore les gens de ma classe, quoi, parce qu'on a tous le masque sur le visage et on peut pas s'approcher, donc c'est compliqué. J'ai une petite de 7 ans qui me parle, de 8 ans maintenant, qui me parle... alors c'est le moment où on découvre, mais elle me parle de la mort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est assez troublant. Et j'ai une petite qui va avoir 2 ans et qui sourit à la vie, mais j'ai envie que la vie lui sourie le plus rapidement possible. Tout ça, c'est... Voilà, je me plains pas, mais c'est quand même une période compliquée. Ouais. Alors, dans tout ça, il y a quand même un point commun à tout votre travail, ce sont les mots. Les mots, on ne peut pas les confiner, même si on peut les mettre sur un disque, et si on ne peut pas les chanter, on peut les écrire. Les mots, les mots, ça ne peut pas être confiné, Cali, non ? Ouais, j'aime bien cette idée-là. Les mots ne peuvent pas être confinés, et puis il y a des personnes qui me demandent comment parfois je fais pour tenir le coup, confinement ou pas, dans cette vie qui est absurde, on vit, on meurt. Moi, j'ai trouvé quelque chose depuis pas mal de temps, c'est l'écriture. C'est-à-dire que mettre des mots, lire des poésies. Eric Poindron m'a fait découvrir Thomas Tranströmer et je me dis qu'avec 500 mots, il change la vie des gens, quoi. C'est fou. Ça me plaît de m'évader, d'écrire des humeurs. Je les perds souvent. Et j'aime bien les perdre parce que je me dis que si je dois les retrouver un jour, tant mieux, ou sinon tant pis. Parler de poésie beaucoup, c'est un mot qui fait peur, le mot poésie, parce qu'on peut l'associer à récitation, les récitations qu'on nous obligeait à apprendre. Ça me rappelle l'école. À l'école. Alors que le mot poésie, moi j'aurais adoré appeler une de mes filles poésie, parce que j'adore ce mot-là, la sonorité du mot. Et en même temps... Il n'est pas trop tard. Ouais, il n'est pas trop tard. Bon, il faudrait que je... Ouais, peut-être trop tard. mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la poésie, elle s'évade, quoi. C'est quand on lit Brotigane ou quand on lit des poètes, quand on lit du Poindron, encore une fois, je parle de lui parce que ça me fait du bien. Mais on suit pas des règles, quoi. Il n'y a pas de règles. C'est juste attraper des vibrations. Incontrôlés, et puis les mettre dans une phrase, dans une humeur, dans un texte plus ou moins long, peu importe le nombre de pieds, peu importe tout ça, et tout ça m'aide vraiment. C'est comme quand on voit un film bouleversant, on a les minutes qui suivent la projection, on est dans un état second qui nous permet d'être dans une bulle qui est extraordinaire dans le sens du temps gagné sur la vie. Le sourire d'un enfant peut procurer la même chose, regarder des fleurs, un oiseau qui se pose sur le rebord de la fenêtre. Peut-être que c'est avec l'âge, mais je me dis que tout ça me permet de mettre des mots et de m'amuser avec ça et de me dire que ne nous prenons pas au sérieux, comme disait l'autre, il n'y aura pas de survivants. Donc tout ça, on en profite. Ouais. Le recueil de poésie, donc, qui s'appelle Éparpillé, ça résume quoi ? Ça résume la façon dont ils ont été écrits, ça résume aussi ta façon de penser, tes humeurs qui changent un peu d'un moment à l'autre. Alors, je suis assez difficile à vivre, alors que je le pense pas, moi, mais il paraît, parce que j'ai pas de longue phase de... Alors, je vais répondre à la question, mais j'ai pas de longue phase de dépression et de longue phase de bonheur. Moi, je peux avoir 10 minutes où je caresse le soleil et 10 minutes où je suis dans les ténèbres, ouais. Et ça monte, ça descend et tout ça. Et j'ai l'impression que dans l'écriture, c'est la même chose. Ce qui est plus... Alors pourquoi éparpillé ? C'est parce que depuis toujours, j'écris des choses, des chansons. Alors les chansons, il y a quelque chose qui s'appelle l'état de grâce, c'est quand on écrit des mots et qu'on entend de suite une musique dessus. Et donc ça devient une chanson. Moi, quand il y a une chanson qui arrive comme ça, je peux aller dans la rue embrasser quelqu'un ou lui faire un cadeau, parce que ça me met dans un état de joie absolue. C'est du souffle, c'est rien. On ne construit pas un mur, c'est-à-dire que il n'y a rien 10 minutes avant et 10 minutes après ou 2 heures après, il y a une chanson qui est là. Et puis on la partage avec des musiciens, et puis après elle part en radio, et puis
Et j'adore parce que c'est du vent, quoi. Et c'est du vent qui peut faire du bien. En tout cas, qui me fait du bien. Et dans l'écriture comme ça, j'ai toujours écrit des petites choses. Et quand Eric m'a posé la question, m'a dit, je suis sûr que quand je lis tes chansons, je suis sûr que, ou tes bouquins, je suis sûr que tu écris des choses. J'ai dit oui, mais est-ce qu'on l'appelle poésie? Mais tu sais, tout ça, c'est très éparpillé au fil des années. J'ai une poésie qui parle de mon fils à la naissance, donc on peut la dater, 23 ans. J'ai une poésie qui à un moment, je donne un âge, 31 ans. Donc voilà, j'en ai 52, quoi. Donc à un moment... et puis il y a des choses très, 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 très récentes qui arrivent aussi sur mes enfants, sur la vie, sur... J'ai dit, tout ça est très éparpillé. Mais il dit, bah, tu viens de trouver le nom du bouquin, c'est magnifique, éparpillé, voilà. C'est arrivé comme ça, ouais. Et éparpillé, donc c'est aussi, d'un point de vue matériel, les moments où ça a été écrit. Donc ça a été écrit sur plusieurs années. Est-ce que ça a été écrit aussi à des moments particuliers de la journée? Est-ce qu'il y a des moments où l'écriture, les mots viennent plus facilement avec toi? Oui, je me rends compte que depuis... alors, si je retourne, s'il y a une balade en amnésie, la genèse de ma petite histoire, j'avais une chambre où j'écrivais mes chansons. Et j'étais persuadé, mais complètement persuadé, que toute ma vie, toutes mes chansons naîtraient dans ce lieu. Oui. Et puis un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, et la maison devient une cour de récréation, ou en tout cas une colonie de vacances, où il faut s'occuper des uns des autres, jouer avec les uns les autres, être papa comme je peux, difficilement comme je peux. Je suis pas le meilleur des papas, mais je me défends. En tout cas, je n'ai plus écrit à la maison. Et j'ai considéré que la maison était un lieu où justement je bloquais tout ça, et donc l'écriture sur la route. Et je me suis aperçu que l'élan dans un train, dans une voiture, dans un avion, sur un bateau, Ouais. L'élan me donnait de l'élan. Et donc, j'ai par exemple fait une tournée solo. La tournée solo, c'est pas le tourbus avec tous les musiciens. Solo, c'est une voiture avec un chauffeur. Tu roules 4, 5, 6 heures. Et moi, j'écrivais dans la voiture. Et un bonheur total. Donc, les heures, pour moi, je me suis dit, mais on est déjà rêvé. Ça fait un quart d'heure qu'on est parti. Non, ça fait 5, 6 heures. Et l'écriture t'as fait gagner ce temps-là, quoi, quelque part. Et donc, maintenant, les lieux sont totalement éparpillés. Je ne peux pas dire où, je ne peux pas dire comment. J'ai toujours un stylo avec moi, des cahiers d'écolier. Et puis ça arrive quand ça arrive. Et puis je ne vais pas chercher je suis pas le besogneux qui attend devant sa feuille blanche. Je suis plutôt en quête aujourd'hui de hit, comme sur la route de Kerouac. Rechercher l'émotion. Rencontrer des gens qui me rendent plus intelligent. Et à un moment, ça me donne des mots, ça me donne des choses, ça me donne une énergie. Encore une fois, j'appelle ça vibration, qui fait que j'écris des choses. Et je conseille aux gens ça, c'est-à-dire que la différence entre aujourd'hui, ma petite personne et une personne qui me pose la question en me disant, je lui dis, mais on a le même cerveau, vous avez votre labyrinthe et j'ai le mien. La seule chose, c'est que je prends le temps dans ce moment trop rapide, dans cette vie qui va à 1000 à l'heure, je prends le temps de prendre mon stylo et d'écrire les choses. Est-ce que la poésie, c'est pas d'une certaine manière une porte d'entrée vers l'écriture? Il y a des gens qui ont envie d'écrire, ils ont envie d'écrire des romans, ils se disent, oh là là, je vais réfléchir à un plan, une structure et tout. Est-ce que déjà, écrire de la poésie, écrire des choses plus courtes, mais qui sont dans l'instant, qui véhiculent juste une émotion, c'est pas déjà un bon point de départ pour s'essayer à l'écriture? Ouais, alors est-ce qu'il faut... J'ai toujours été un petit peu dubitatif quant au... On m'a demandé des fois d'aller donner des cours d'écriture. Oui. Et j'ai dit, mais un cours d'écriture, c'est... viens, on va aller boire un coup, quoi. Et on se parle, quoi, de la vie. Ça, c'est pour moi le premier cours d'écriture. Et je suis un petit peu... Moi, ce qui me plaît, en fait, dans la poésie, et je suis d'accord avec ça, l'ouverture pour peut-être écrire des choses plus longues. Mais pourquoi plus longues? C'est-à-dire, il y a une poésie, à un moment, il y a un poème où je parle d'un cheval. Et puis, on peut mettre tous les mots qu'on veut, mais à la fin, quand on réduit totalement, on laisse le mot juste cheval. Et là, on le voit renifler, on le voit donner des coups de sabot, on le voit... Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer tout ça? Je suis pas sûr. Donc, j'aime bien l'idée de raboter, de mettre le moins possible, moins de choses, encore une fois. Et quelque part, ce moins peut permettre d'avoir moins peur de ne pas être capable d'utiliser des mots pour écrire un roman.
je pense. Moi, je compare la chanson ou la poésie à se mettre tout nu, Oui. aller nager quelques brasses et revenir sur la plage se sécher. Le roman, c'est on se met tout nu, on nage et puis on va jusqu'à Manhattan, à la nage, quoi. Et au milieu, ce qui est magnifique, c'est quand on est tout seul au milieu des grandes vagues, on se retourne et il n'y a plus le rivage. Et devant, il n'y a plus le rivage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient? Non, on continue. Voilà. Et ce moment-là où j'ai adoré parler avec Mathias Malzieu, on va dire, c'était avant tout ça, avant que j'écrive des romans. Mathias, mon ami, qui a écrit 8 romans, et son premier roman, je me souviens, il m'appelle une nuit à 3 heures du matin, il me dit je dois être peut-être à la 100e page, et je vais arrêter, je sais, enfin, c'était le doute. Et j'ai dit, tu sais quoi, t'es en train de vivre un truc merveilleux qui s'appelle le doute. Mais tu n'as pas le doute à la première page, tu as le doute à la 100e page. Continue, quoi, à fond. Et il a continué, et puis il peut plus s'arrêter, là. J'ai trouvé ça merveilleux de le voir en plus atterrir, m'appeler, dire, tu sais Bruno, j'ai mis le point final. Quel bonheur total. Ça m'a complètement bouleversé. C'est quelque chose qui m'a totalement bouleversé, ouais. Calice, le titre de ce podcast, c'est Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est le rituel pour chaque invité. J'ai envie de savoir si tu es d'accord avec cette phrase. Est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux pour toi? Ont beaucoup plus de chance dans la vie, en tout cas. Oui, plus heureux, j'en suis persuadé, parce que la lecture d'un roman peut nous amener à ce qu'on appelle la double vie. Se promener avec un auteur qui arrive à nous embarquer. La lecture peut nous amener au XVIIIe siècle, ou même avant, et puis ou nous projeter dans le futur. Et c'est assez merveilleux de vivre quelque part la vraie vie, de respirer avec les autres, et avoir au coin du cœur et au coin de la tête se dire il me tarde tout à l'heure, quand je vais me poser, que je vais embarquer à nouveau pour ma nouvelle vie, quoi. Ouais, plus heureux. Je pense que c'est de la liberté. Ça offre de la liberté totalement. Alors c'est marrant parce que si on compare à la chanson, par exemple, une chanson, c'est 3 minutes en format, en moyenne 4 minutes. Bon, il y a Léo Ferré qui fait et basta 39 minutes, mais c'est le dieu, il fait ce qu'il veut. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une chanson ou une poésie, quelque part, elle est là pour ouvrir l'imaginaire totalement des gens, et pour leur dire, prenez ces mots. Moi, quand je lis une poésie, il y a 2 mots qui peuvent m'embarquer quelque part, et là, j'ouvre des portes grâce à ces 2 mots. Un livre, on prend le lecteur par la main, et une chanson, on la chante, et il y a des milliers de personnes qui sont en face. Quoi qu'il arrive, à la radio. En roman, il y a l'écrivain, et il a une seule personne en face. Quoi qu'il arrive, il a une seule personne en face. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'on est l'auditeur unique. Au moment où on lit le livre, on est le seul à le lire, ce passage-là, à ce moment-là. C'est absolument merveilleux. Et ce qui est fou, c'est que les auteurs peuvent nous amener du début à la fin dans leur ruisseau. Et on suit leur ruisseau jusqu'à la fin, comme ça. Ils nous embarquent avec eux. C'est le skipper du tour du monde, quoi. Voilà. Pour moi, oui, on est plus heureux, on est beaucoup plus libre. Je suis tellement heureux de voir mes filles qui lisent beaucoup. Ma petite qui a 8 ans, qui lit énormément, qui boit les livres. C'est vrai, c'est toi qui lui as transmis? Est-ce que c'est venu facilement? Est-ce qu'elle a été tentée par les tablettes, les téléphones, ou Mais est-ce on n'a pas, c'est ça. Le truc, c'est qu'on n'a pas de télé à la maison. Donc quand on leur parle d'Hanouna, ils connaissent pas. Quand on leur parle... Ça, c'est plutôt... moi, j'empêche rien. On peut regarder un film en famille, ils peuvent regarder des dessins animés, évidemment. Mais on n'a pas cette habitude, parfois, triste habitude, je pense, d'avoir une télé allumée où on est l'esclave de tout ce qui se passe. Donc les livres sont là tout autour, et des livres qu'on garde depuis toujours. J'ai pas la bibliothèque d'Éric Poindron. Là, on est autour on parle de 20 000 livres. Il y a beaucoup de livres. 30 000 livres. Ouais. Ou 60 000, je ne sais pas. Mais par contre, on peut conseiller des choses. Et les libraires, qui jouent le rôle essentiel. Aller dans une librairie, c'est merveilleux. Moi, j'ai des livres chez moi que je n'ai jamais lus et dont je suis amoureux. Et j'ai acheté ces livres pour la couverture. Caresser la couverture et la voir à la maison. Pour le garder à la maison. Quand j'amène ma petite qui a 8 ans dans une librairie, la libraire nous conseille, qu'est-ce que tu as lu? Ça, donc tu vas essayer ça, tu vas essayer ça. C'est merveilleux.
J'avais ce complexe quand j'étais adolescent, je ne lisais pas du tout. Et ma grande sœur Gina buvait les livres, elle mordait les livres, quoi. Et un jour, je me suis dit, mais il faut que je l'enviais, quoi. Je la regardais et j'y arrivais pas. Et puis j'ai pris la bibliothèque de papa et j'ai tiré 3 livres au hasard. Le premier, c'était La Métamorphose. Le deuxième, c'était Le Pantalon d'Alain Scoff, une histoire extraordinaire de la guerre 14-18. Et le troisième, Le Coup de foudre, Bukowski, Woman. Ah oui, magnifique. Je lis Woman, je me souviens, je regardais derrière mon épaule, voir si quelqu'un m'épiait. Il m'a aidé à prendre à tendre le fil, à prendre la barre et en funambule à passer de l'état d'adolescent à adulte. Je n'ai plus jamais quitté Bukowski, il m'a plus jamais quitté. C'est-à-dire que on parle de liberté, de libre. On lit Bukowski, on est libre avec lui. On est fou avec lui. S'il n'y a pas Bukowski, il n'y a pas Cali. Ouais, je suis persuadé. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas Bukowski, dans un de ses en exergue, à un moment, il dit qu'il est allé dans une librairie et au fond de la décharge, il a trouvé un diamant. C'était Fante. Après, il y a eu Brotigan qui amène. Et puis après, on se dit, mais comment? Et puis après, il y a Gian qui est fan avec un magnifique... ce magnifique livre qui s'appelle L'Ardoise, je crois, où il raconte tous ces livres qui l'ont construit. Donc on va chercher ces livres-là. Et puis on commence à se construire quelque chose. Au-delà de ça, Oscar Wilde. J'ai bu tout Oscar Wilde parce que ça m'a bouleversé l'écriture. Aujourd'hui, Stefan Zweig, quand je relis ou lis, je découvre des choses que je ne connais pas, mais j'ai lu beaucoup de Zweig. Et ce qui est magnifique, c'est de prendre une page et de la recommencer, de la relire. Parce qu'elle est tellement belle. C'est comme si on réécoutait une chanson merveilleuse, une œuvre merveilleuse. Donc tout ça, voilà. Alors, moi, la lecture... Ouais, je suis fier enfin, fier. Heureux pour eux. Fier, en tout cas, oui. Mais heureux pour mes enfants. De ce goût, cette lecture qui est... Parce que je sais que ça leur ouvre des portes extraordinaires. Et c'est merveilleux de se dire que... C'est étourdissant de se dire tous les livres que je ne vais pas lire dans ma vie. Mais c'est magnifique de se lire tous ces livres que je peux lire. Aussi, ouais, oui. mais c'est fou. Les enfants de Cali, ils aiment les livres de Cali, les livres et les poésies. C'est assez troublant parce que c'est quand même... quoi que disent les chanteurs, quoi que disent je pense qu'on écrit sur soi. Et même si on parle d'un arbre, l'arbre c'est nous. Quoi qu'il arrive, il y a quand même un ego qui est très très fort et puis on peut pas se l'arracher, c'est comme ça. Et donc évidemment les mots qui arrivent et les choses qui me bouleversent, j'ai une relation particulière avec ma fille Popée. Il y a des écritures sur Popée et elle est particulière, elle est un petit peu sauvage, ma fille, et je me suis dit quelle sera sa réaction. Et puis elle était très fière sur Instagram de venir avec son papa et de lire une poésie qui parlait d'elle, quoi. Ça m'a plu beaucoup. Mon grand qui me posait des questions, il me dit mais papa, tu es en train de dire dans une poésie que tu as le goût de mes lèvres, on s'est jamais embrassé sur la bouche. Je dis tu sais quoi, je dis ce que je veux déjà, c'est la poésie. Et puis la deuxième, c'est que oui, avant que tu mesures 1m95, t'étais petit, et puis t'embrassais papa sur la bouche. Donc ce sont des choses qui sont restées au fond de moi pour l'éternité. Donc tout ça, j'ai une chanson qui s'appelle Coco, mon autre fille. C'est assez... je pense qu'avec le recul, on verra le passage, le satané passage de l'adolescence, hein, je le vois avec Coco, mais avec le recul, je crois qu'ils sont très fiers, ouais. Ils sont très fiers. Ouais, j'ai adoré mon fils qui s'est battu à l'école quand il était gamin. Et à la fin de la bagarre, il a dit à l'autre, de toute manière, mon père, il chante mieux que le tien. Ouais. Ça m'a beaucoup touché. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un peu des libraires, des librairies ces dernières semaines, il y a des messieurs, je ne sais pas s'ils sont en costume cravate, mais bon, dans un bureau, ils ont décidé que les livres, c'était un bien non essentiel. C'est terrible, ça? Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on parle de monsieur au pluriel. À leur décharge, je me suis dit, si une seule personne peut se tromper, peut décider de son propre chef de dire c'est pas essentiel, ok, tu t'es trompé. Mais j'imaginais dans un bureau la réflexion, plusieurs personnes qui partagent et qui se disent en même temps, oui, la librairie, c'est pas essentiel. On marche sur la tête, quoi. On est en train parce qu'aujourd'hui, il faut se protéger de la Covid, évidemment. La santé d'abord. Mais il faut se protéger de ne pas devenir fou.
totalement fou. Les livres, c'est absolument essentiel. Les libraires, c'est essentiel. C'est le commerce. Je sais pas, on va acheter le pain et puis on va acheter un livre. C'est tellement important. Donc pour moi, c'était bouleversant. Ouais, ça m'a. Et puis ce mot essentiel qui nous, la musique, on n'en parle même pas. La culture, le théâtre, pour l'instant, c'est rien sur les réseaux, sur les radars. Le cinéma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute ma vie, j'ai organisé ma vie autour d'une activité non essentielle. Ça veut dire ça? Non. Est-ce que tu éprouves un manque physique de la scène, des vibrations, la vibration des instruments, des amplis, la vibration du public? Est-ce que est-ce que de temps en temps, en toi, t'as des flashs comme ça, des moments de... T'as envie de ressentir ce truc? Et est-ce que tu penses à ça? Ouais, j'y pense continuellement à ça. C'est-à-dire, je me rends compte que la scène, c'est ma vie. Je me rends compte que depuis gamin, je vais renifler les caravanes des cirques en me disant qu'est-ce que c'est beau, demain ils seront dans un autre village, ils vont mettre leur chapiteau. Je fais partie du cirque. Moi, je mets un chapiteau là où je rentre dans une salle et le lendemain, je suis ailleurs. Découvrir. Et c'est surtout, j'aime pas dire métier, mais une passion qui m'a amené à comprendre que j'ai besoin d'amour depuis toute ma vie. Et on a tous besoin d'amour. Mais c'est un métier où on peut le crier. Est-ce que si j'étais banquier, je pourrais me faire les cheveux comme je me les fais maintenant tout blond et puis... Mais tu es blond. Pourquoi tu es blond en ce moment? Alors je suis blond parce que déjà je fais des essais pour un film, mais au-delà de ça, c'est que il m'emmerdait à la maison là, toute la famille. À un moment, j'en pouvais plus. Je suis parti par la petite porte et je suis allé voir une copine coiffeuse. J'ai dit mais fais-moi n'importe quoi sur la tête. Et je suis arrivé à 20h à l'heure du repas et j'aurais dû filmer quoi. Voilà. La tête de ma famille, les cris que tout le monde a poussés. Donc rien que ça m'a fait du bien. Donc rien que ça, voilà. Donc c'est. Et puis je me dis qu'encore une fois, j'ai le droit de changer de tête comme je veux et de crier j'ai besoin d'amour comme je veux. Si j'étais banquier, est-ce que je pourrais monter sur le guichet et crier j'ai besoin d'amour? Je suis pas sûr. Ça serait génial, mais je suis pas sûr. Donc tout ça oui, ça me manque. L'heure qui approche, la préparation, l'après-midi. À 20h, on entend le public qui commence à gueuler. On est juste derrière le rideau. Le cœur qui bat plus vite. Et ces secondes où on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Et puis on est poussé sur cette scène et puis on veut plus en partir. C'est un endroit où on peut cracher, pas beaucoup maintenant, mais en tout cas hurler, chanter, dire des bêtises, les pires bêtises du monde. Sauter dans le public, se faire caresser. Bah oui, sauter dans le public, tu aimes bien toi. Hein. Ouais, et tout ça, je veux dire, c'est quand même une chance extraordinaire. Je la mesure, la chance, et encore plus aujourd'hui. On m'empêche de faire tout ça. Mon physique s'en ressent. Je me sens vieillir à vitesse grand V. Alors que quand, depuis toutes ces années, je suis sur la route, j'ai toujours 12 ans, quoi. Et je mets un seul cap à 12 ans, quoi. Et c'est parfait. Donc oui, ça me manque terriblement. Ça manque à mes amis aussi. Je vois des visages changer. Des amis chanteurs à côté de moi. Je les vois. Alors comment tu vas, toi? Ils n'ont pas trop besoin de parler. Je vois physiquement, ils se fanent. Et je me fane. Ouais, vraiment. Alors je voulais pas terminer sur un mot triste comme ça, ouais. Mais de toute façon ça va revenir. Donc du coup, les chanteurs, vous allez vous faner, mais vous allez refleurir quand on pourra monter sur scène, non? Ouais, évidemment. Et puis même encore à plus avec un ressort tellement tendu. Il aurait fallu voir quand on a pu rejouer juste après le confinement, les premiers concerts avec Augustin, mon pianiste. On était tous les deux, on a fait des concerts à deux, piano-voix. Le ressort était complètement tendu. C'est-à-dire que moi j'ai embrassé la scène quoi en me disant tu m'as manqué quoi, je sais pas si tu m'as manqué comme disait la magnifique Anne Girardot, je sais pas si je t'ai manqué mais toi tu m'as manqué quoi. et vraiment et ça c'est je crois en plus que la fragilité de notre métier on va la mesurer et la fragilité de notre vie, la fragilité de cette passion qui on va la mesurer, on va se dire quelle chance on a d'être sur scène, encore plus. Moi, je me le dis chaque fois, et je le dis toujours à mes musiciens. On a bien travaillé maintenant, on profite de la chance qu'on a d'être là. Mais là, je vais leur dire 1000 fois plus, et j'aurai pas besoin de leur dire. Et on va vraiment croquer tout ça. Et même si je dois extrapoler, la génération qui arrive, nos enfants, vont mesurer la fragilité de la vie et ne feront pas les mêmes conneries que nous. Ben, j'espère bien. Merci beaucoup, Kelly, pour ce petit moment. Merci, à bientôt. À bientôt.
C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux, c'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture!